Bienvenue, mesdames et messieurs. Kinshasa sous tension, double contrôle qui vise Daniel Bumba. Est-ce que finalement, le gouverneur, que d'autres disent qu'il est compétent, mais d'autres disent de lui qu'il est le gouverneur le plus dormeur de l'histoire de Kinshasa, va-t-il s'en tirer? Pendant ces temps, les projecteurs s'y braquent encore sur des questions. Les questions se posent sur tout ce qu'il y a comme accord des principes et autres, et même l'agression. Est-ce qu'il y a lieu maintenant de parler bien évidemment, de la révision constitutionnelle? Je vous avais promis un échange pareil sur notre plateau débat contradictoire, nulle part ailleurs, ici sur Congo 26. Bienvenue donc, j'ai le réel plaisir de recevoir une fois de plus deux invités des qualités que vous aimez et que vous réclamez. Il s'agit de Maître Éric Bisselot, qui est bien de l'opposition. Maître, bienvenue. Cher Didier, bonsoir, merci pour l'invitation. Il est vrai que la première présentation vous appartient, donc je salue mon co-débatteur, dont j'ai un réel plaisir de retrouver, parce que c'est de l'intelligence, c'est de la cellule grise, on peut avoir des divergences de points d'idées, mais au fond, nous sommes tous amoureux de cette patrie, ce patriotisme qui nous anime, et également de cette population qui est parfois démunie, esselée, mais parfois aussi perdue, parce qu'il est vrai que plus je me promène dans la ville de Kinshasa, plus je me rends effectivement compte qu'il y a un grand nombre de nos concitoyens qui ont effectivement des problèmes mentaux. Ah bon? Et ces problèmes-là se manifestent au quotidien, de la manière dont ils vivent, dans les dépotoirs, dans des saletés, oui, mais également dans le comportemental. Oui. Comment imaginer que dans une société et dans une ville comme Kinshasa, personne ne respecte les normes. Oui. Personne, même l'essence de la culture de l'éducation pose problème. Les gens vivent dans des conditions tout à fait inimaginables, inacceptables en fait dans une démocratie ou bien dans une ère postmoderne. Donc il est vrai que il y a toujours un budget qui est destiné à cette structure. Mais je ne vois pas les actions posées sur le terrain. L'action ne veut pas dire afficher des grandes pancartes disant lobby Sovinini, non. Oui. L'action veut dire faire des choses qui permettront aux Kinois de pouvoir envisager une autre perspective, une autre façon de vivre, une autre identité citoyenne. Et ça, je crois que le désespoir nous amène malheureusement à ne plus faire confiance aux politiques qui sont en place actuellement. Mais nous luttons parce que nous aimons cette nation, nous aimons cette population, nous sommes Congolais et la nation congolaise nous appartient. Et nous avons un devoir de nous battre, mais ce serait pour nos enfants. Très bien. Est-ce qu'à qui revient la responsabilité directe? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est les décideurs que vous êtes, ou les politiques, leaders d'opinion que vous êtes? Parce que vous êtes... À qui aujourd'hui revient la responsabilité directe? La responsabilité, elle est clairement définie depuis le temps de Rousseau, où effectivement, qu'à partir du moment où nous avons renoncé à notre vie naturelle, nous avons donné à une société donnée le droit de nous protéger, mais également nous lui donnons notre liberté d'agir par la force. Cette société organisée fait en sorte que le pouvoir régalien appartient à une autorité, réguler les choses. Donc on ne se fait pas justice. Donc du coup, ces personnes à qui nous avons donné des responsabilités ont un devoir à l'endroit de la société. Ce devoir ne passe pas seulement à l'égard des institutions, des promesses électorales, c'est pour ça qu'il y a des programmes, tant au niveau du gouvernement national qu'auprès d'un ministère, mais ça passe aussi par une espèce de devoir à un endroit de la nation passée, présente et future. Donc aujourd'hui, si les choses vont mal au sein de la population, le premier responsable, c'est l'État.
cet État est représenté par les chefs de l'État, d'où il s'était permis de dire, effectivement, par exemple, dans le cas de la ville-province de Kinshasa, si Daniel Bumba ne prenait pas ses responsabilités, il y a lieu de sanctionner. Moi, je crois que Daniel Bumba est en capacité, par exemple, de prendre des responsabilités où il n'en a pas conscience. Nous allons en parler. Nous attendons juste ces sanctions. Mais cela dit, je viens dire, il ne faut pas se mentir. Je donne un exemple simple. Lorsque moi, j'achète ma bouteille d'eau et que je ne trouve pas un endroit pour le jeter, que je jette dans la rue, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que l'État n'a pas su s'organiser pour me permettre. Il a bien permis à ce que ces bouteilles soient fabriquées. Il y a des États qui sont payés. Mais il doit savoir que cette bouteille, à la fin, doit terminer quelque part. Très bien. Donc, c'était à lui de s'organiser pour me donner un endroit efficace pour le jeter. Et non pas que ça se trouve dans les rivières qui polluent la ville à chaque pluie. Très bien. Il s'appelle Maître Djamba. Il est donc cadre du MLC. Et je vous avais promis qu'on l'aura essentiellement pour échanger sur des questions constitutionnelles, des questions fondamentales de la fondation d'une nation. Nous allons en parler, mais maître, bienvenue. En même temps, je vous pose aussi la question, vous pensez qu'il y a un problème au niveau de la mentalité ou au niveau de la direction ou des modèles, des gens qui doivent servir aussi d'exemple dans cette nation? Merci. Bonjour, monsieur le journaliste Kaninda. Bonjour à Maître Eric Bisselo, ainsi qu'aux Congolais qui, justement, auront l'occasion de le suivre en ce moment précis. S'agissant de la mentalité ou des autorités, je suivis l'allocution de Maître Eric Bisselo. Effectivement, le problème, les responsabilités sont à deux niveaux. C'est vrai que l'État a sa part, mais également aussi le citoyen qui aussi a sa part. Je vous donne des cas très simples. Allez-y. La ville de Kinshasa a été conçue pour 500 000 habitants. Ça veut dire qu'il y avait des coins où c'était des coins qu'on ne pouvait pas habiter, lotir, comme il se devrait. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vous donne le cas de la partie qu'on appelle Cité du Fleuve. Oui. Cité du Fleuve, il y a eu une étude du professeur, je crois qu'il s'appelle Albert Kabasele, c'est un environnementaliste de renom, un expert dans le domaine, qui a établi un rapport disant que au niveau des cités du fleuve, on ne pouvait pas construire parce que si l'eau monte, l'eau va partir de là jusqu'à l'aérodrome de Ndolo. Donc on ne peut pas habiter, on ne peut pas construire là-bas. Donc la cité du fleuve, normalement, ne pouvait pas... Non, non, il y a une étude. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des autorités de l'époque qui ont construit là-bas. Ils ont construit et des citoyens aussi qui ont acheté. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'irresponsabilité des dirigeants de l'époque et la naïveté aussi des acheteurs. Parce qu'il y avait tout un rapport d'expertise. Et aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il y a comme catastrophe de l'autre côté là-bas. Exactement. Quand il y a des catastrophes, on s'en plaint à Tshisekedi. Quand vous avez une maison là-bas, il faudrait acheter une pirogue à côté. Une pirogue à côté. C'est-à-dire quoi? Cette têtutesse-là, d'un côté des dirigeants qui ont conféré les titres et de la naïveté justement de ceux qui sont acheteurs qui ne veulent pas s'instruire. Je vous donne un autre cas. Je vous donne le cas ici. Nous sommes à Kitambo, à la maison, qu'est-ce que je dis, à l'hôpital général des références de Kitambo. Derrière là, en son temps, le professeur Machako Mamba avait interdit que l'on puisse construire à ce niveau-là parce qu'il estimait que le site de l'hôpital n'était pas destiné ou adéquat à une construction, c'est-à-dire à un lotissement, à une agglomération, parce que les lits de la rivière ne permettaient pas. Lorsque Machako fait cette décision, qu'est-ce qui va se faire? En 2006, lorsque nous avons la constitution que nous avons aujourd'hui, actuelle, en 18 février, les compétences à l'époque qui est revenu au pouvoir central, on les a, pour certains, conférées à l'exclusivité du pouvoir provincial. Ce qui a fait que l'hôpital général de Kitambo a cessé d'être de l'apanage du pouvoir central pour aller au niveau de la province. Même Mamayem aussi à une certaine époque. À une certaine époque aussi, même après, j'ai appris que c'est revenu parce que c'était le gouverneur qui nommait à l'époque. Voilà, donc c'est revenu. Et l'hôpital général de Kitambo, quand ça a été conféré sous sa gestion à la province, qu'est-ce qui va se passer? Sous Kimbuta, on a autorisé que l'on puisse construire. En 2010, le professeur Luzolo Bambi, à l'époque ministre de la Justice, est même descendu sur le terrain pour interdire tout ce qu'il y avait comme construction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli perdre sa vie parce qu'on a même tiré sur lui. Heureusement, Dieu était avec lui. Il a été
protégé, sain et sauf. On a tiré sur lui. Pourquoi? Parce que là, derrière, il y a des citoyens de mauvaise qualité. Là-dedans, il y avait, pas tous, hein, je ne vais pas dire que les militaires sont de mauvaise qualité, mais il y avait certains militaires de mauvaise qualité, certains magistrats de mauvaise qualité, certains citoyens lambda de mauvaise qualité, des affairistes, qui ont acheté des terres de ces côtés-là, et ils ont fait toute une cabale, un réseau mafieux, justement pour étouffer toute initiative visant à casser. Vous allez me dire que c'est l'État toujours. Non, c'est d'un côté l'État, mais aussi la responsabilité ou la naïveté ou la complicité mafieuse de ceux-là qui veulent à tout prix acheter où il ne faut pas. Mais qui commence, l'initiateur, un citoyen ne peut pas se réveiller un matin, acheter l'espace comme ça. Il doit y avoir un initiateur. C'est ça le pouvoir public. Si vous ne pouvez pas construire une maison, vous vous levez un matin comme ça, vous construisez sur une voie publique. Si on doit s'attaquer par exemple aux conséquences, je pense qu'on fera fausse route, on ne trouvera pas la solution. Il faut s'attaquer aux causes. Ce que je relève, ce sont deux causes. Ce qu'il nous faut faire pour arrêter cette hémorragie, il nous faut des réformes. Et ces réformes, par exemple aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que les mandatés de l'État, c'est-à-dire les mandataires, si vous voulez, de l'État, comme les conservateurs de titres immobiliers, agissent au nom et pour le compte de l'État. Ce qui fait que les actes posés par un conservateur de titres immobiliers sont considérés être posés par l'État. Alors, ce qui fait que par moment, l'État donne des titres, et puis l'État vient encore casser. Il faudrait que nous puissions aller vers des réformes allant dans le sens où qu'on puisse distinguer la responsabilité pénale du conservateur de titres immobiliers différente de la responsabilité civile de l'État. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'acte posé par un criminel conservateur de titres immobiliers est confondu de la responsabilité de l'État alors qu'il sait au premier plan que c'est un délinquant et que c'est un criminel. Il faut de réformes, alors dans le sens où on distingue les sanctions, ça va réduire la complicité ou les banditismes fonciers que nous vivons au niveau des autorités qui sont mandatées à cet effet et de la naïveté de certains. Regardez par exemple, quand j'ai dit naïveté, il y a des citoyens que moi j'ai vus construire sur le chemin de fer. Au-dessus du chemin de fer, dites-moi, est-ce que vous avez besoin d'aller à Harvard, à Cambridge, aux universités de renom pour qu'on vous dise qu'on ne construit pas sur un rail? Ça, on n'a pas besoin d'études universitaires, vous le savez. Mais on est fait exprès et parfois on coopère, on force la main de l'autorité pour que l'on puisse vous concéder une forfaiture. Et par la suite, quand on vient casser, c'est des pleurs, c'est des grincements dedans, alors qu'au départ, on est tous fautifs. Très bien. Nous allons donc commencer par notre premier sujet. Ça brûle à Kinshasa. Les Kinois parfois sont fâchés. Ils sont obligés de payer vignettes, taxes, contrôles techniques, comme vous appelez. Mais de l'autre côté, les gens disent que c'est avec quelle route que nous allons rouler avec ces véhicules. Du coup, les gouvernements ont réagi, mais aussi les cabinets du président de la République. Daniel Bumba est frappé sous des contrôles, si on peut dire frappé comme ça. Est-ce que c'était de l'apanage de la présidence ou du gouvernement central, ou encore les députés provinciaux devraient faire leur travail? Maître Bissel, je commence par vous, ville de Kinshasa. Les Kinois disent quand même que Bumba est un piètre gouverneur. Ça, c'est tous les Kinois qui le disent, quasiment la majorité des Kinois, mais les gouvernements ainsi que la présidence veulent contrôler Daniel Bumba parce qu'ils ont financé. Votre analyse par rapport à la gestion, est-ce que du point de vue de droit, les gouvernements centraux, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devraient lancer une action de contrôle contre les gouverneurs? Votre question, elle tient tout à fait à propos avec la première que vous nous avez posée en préambule, en introduction. Donc je vais plutôt repartir à partir de là, selon l'explication donnée par mon confrère en face, dont je trouve que c'est totalement erroné. Parce qu'il a dit quelque chose de vrai, les responsabilités sont à deux niveaux, pas concurremment, à deux niveaux. Le premier niveau qui m'intéresse, c'est le niveau étatique. C'est celui qui organise la cité. C'est celui qui met les normes. C'est parce qu'il y a des normes que vous pouvez envisager une réforme. Parce qu'il y a des normes. Alors, quand les normes, vous avez évoqué un certain nombre de normes, de ne pas construire, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais il y aura toujours des personnes qui n'auront pas soit conscience de vivre en société, qui n'auront pas l'état d'esprit nécessaire pour s'adapter, qui n'auront pas la conscience citoyenne pour respecter. Donc, ils vont aller en contrat de la loi. Ça, c'est toutes les cités. Mais c'est là que se manifeste la force de l'État.
quand un État se veut un État digne de ce nom, il fait respecter ses normes. Il ne se plaint pas, il ne se comporte pas en victime. Quand quelqu'un vend quelque chose là où il ne devrait pas vendre, il est sanctionné. Quand quelqu'un vole, il est sanctionné. Lorsqu'on dit aux gens au Wewa, par exemple, sur Victoire, mettez-vous sur un coin X pour charger vos clients. Mais eux, ils débordent sur l'environnement tout entier. Oui. La faute de qui? Mais de celui qui manque de faire respecter ses propres règles. Et donc, d'emblée, c'est l'État. Le citoyen n'a pas de faute. La faute du citoyen est sanctionnée par une absence de respect des normes, donc par un tribunal, ou bien par une amende. En tout cas, la sanction, elle est évidente, puisqu'elle est en contradiction, elle est là pour faire appliquer une norme, et donc vous ne l'avez pas respectée. Donc moi, je ne dis pas concouramment, je dis mieux que ça, le responsable premier, c'est l'État. Et lorsque l'État est faible, lorsque l'État est absent, c'est à ça qu'on assiste. C'est-à-dire qu'il y a un cafouillis énorme entre les autorités, on ne sait plus qui est l'autorité qui fait quoi, entre l'autorité provinciale, qui est constitutionnellement établie, avec des organes tels que l'Assemblée provinciale, qui est constitutionnellement organisée, oui, avec effectivement des lois spécifiques pour faire fonctionner ces organes-là. Et ça, ces normes-là établissent de manière évidente les séparations du pouvoir, oui, les responsabilités des organes, des unes comme des autres. Oui. Donc là, pour X, Y raison, nous avons vu le ministre de l'Intérieur dire que les organes qui sont censés être délibérantes, indépendantes, n'ont plus à faire leur travail, c'est-à-dire à contrôler les gouverneurs. Oui. C'est déjà en violation de la Constitution, c'est ouvrir une brèche à une incompétence généralisée. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de contrôler les gouverneurs incompétents n'ont plus à contrôler les gouverneurs compétents. En vertu de quelle logique? Les populations congolaises que nous sommes, nous avons choisi des députés provinciaux. Exactement. Soyez notre représentant au quotidien dans notre cité. Oui. Mais non, vous leur dites que non, vous n'avez pas le droit de parler. Mais vous dites à la population, vous, un simple ministre qui n'a jamais été élu, qui n'est pas élu, un ministre, oui, n'est pas élu, il est nommé. Il n'a jamais été élu. Vous avez suivi son cursus. Jacques Chabani n'a jamais été élu. Un ministre n'est pas élu. Oui, il est nommé. Vous dites qu'il n'a jamais été élu. Oui, un ministre n'a jamais été élu, il est nommé. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que devenir ministre passe par un suffrage, oui, non, il n'est pas élu. Donc, en conséquence de quoi? Vous dites au peuple souverain qui a le seul pouvoir de nommer ces animateurs, les acteurs pour réguler la cité, pour lui donner de la perspective, pour lui organiser une société, vous dites non, vous n'avez pas le droit de me contrôler moi. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui. De deux, effectivement, nous avons compris que l'UDPS s'était octroyé le pouvoir en sous-estimant la capacité du travail de ce pouvoir. Parce qu'un pouvoir, c'est bien de s'accaparer un pouvoir, oui. Mais on attend un résultat. Oui, oui. Être gouverneur, il ne s'agit pas juste d'être payé, oui, de se promener en cortège. Mais comment vous raccordez à l'UDPS pendant que c'est lui qui veut contrôler, il y a aussi des l'UDPS, des gouverneurs et des l'UDPS. On suppose aussi que les directeurs des cabinets de chefs d'État et des l'UDPS, on suppose. Hein. Une incompétence généralisée, on sait très bien, on voit bien à quoi ça mène. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir des gens capables, indépendamment de leur parti politique, on nomme des gens incapables, dépendamment de leur parti politique. En conséquence de quoi, nous arrivons aujourd'hui à assister à un chaos de manière générale. Et on ne sait plus qui fait quoi. Effectivement, la particularité de la ville-province de Kinshasa, c'est la capitale. Mais c'est aussi là le siège de toutes les institutions là. Exactement. C'est là l'autre aberration. Oui. Et donc, du coup, la plupart des investissements, tant au niveau routier que des infrastructures, c'est l'État central qui investit. Oui. Mais donc, nous ne comprenons pas. Les Kinois ne comprennent pas à quoi sert un gouverneur qui s'appelle Daniel Bumba. À quoi sert
Cette absurdité fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait plus réellement à quoi sert l'autorité publique. Oui. On ne sait plus distinguer les responsabilités des acteurs publics. Donc on a juste l'impression qu'une bande de copains, ils sont arrivés au pouvoir et le pouvoir est jouissif. Jamais des responsabilités, jamais des conséquences. Et à un moment, il faudrait que nous donc la démarche pour vous, elle est biaisée. Non, c'est mal biaisée, elle est anti-patriotique. Anticonstitutionnelle ou patriotique? Anticonstitutionnelle, absolument. Mais je vois absolument que c'est un mépris à l'endroit non seulement de la Constitution de la République, mais également des Congolais. Ces gens-là nous montrent à quel point nous ne sommes rien, si ce n'est peu de choses. On n'a même pas à considérer notre quotidien, et ces gens-là ne s'expriment jamais pour s'excuser. Ils considèrent qu'il est normal de s'empiffrer, de faire disparaître l'argent, mais jamais de rendre le résultat de leur gestion quotidienne. Très bien. 7 minutes. Maître Djamba, vous aurez aussi 7 minutes. Mais les gouverneurs, Bumba, c'est vrai que les gens, les Quinois, disent tous azimut que c'est les piètres gouverneurs qui existent. Ça, c'est vrai. Mais il va plus loin, votre co-débatteur, qui dit que non seulement que vous faites un mauvais choix, l'Union sacrée, Daniel Bumba et Di Yeli, qui est de votre parti même, mais vous allez en inconstitutionnalité, vous violez la Constitution. Les actes posés par les VPM de l'intérieur est anticonstitutionnel. Non, vous savez, je respecte l'opinion de maître Eric Bisselo, mais il y a beaucoup de contre-vérités dans ce qu'il a dit. Déjà, premièrement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que lorsqu'il veut disculper l'opinion, je vais dire le peuple, de sa responsabilité en ce qui concerne tout ce que nous subissons comme saleté, c'est hypocrite, c'est de la démagogie. Pourquoi je le dis? Je vous ai donné des cas. Quand je vous donne des cas, vous allez vous rendre compte d'un élément. C'est que ça se passe comment? Il y a X autorité qui était là lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle quitte, il y a une Y autorité qui arrive qui autorise. Pendant ce temps, il y a Y autorité qui autorise une autorisation mauvaise de l'État. Lorsque ça va barder, cette autorité qui n'y sera pas va quitter le stade d'être autorité de l'État pour redevenir citoyen lambda. Et c'est ces mêmes citoyens devenus lambda qui va s'en prendre aux conséquences des actes qu'il avait posés pendant qu'il était autorité de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, il y a un problème. Vous parlez du pasteur Godempoy et Ngobila, par exemple. Écoutez, c'est vous qui citez les noms. C'est vous qui citez les noms. Je ne voudrais pas citer les noms, mais je vous fais voir comment est-ce que les problèmes, il est sérieux, il est collectif, il n'est pas à cataloguer. Il n'est pas catégorisé. Les responsabilités sont partagées. Je le dis bien. Regardez, est-ce que vraiment, comme il dit, M. Bisselo dit, lorsque je ne trouve pas une poubelle, qu'est-ce que je fais? Je jette où je veux. Oui, mais vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui à Kinshasa, il n'existe aucun endroit où il y a une poubelle. Même si pas aujourd'hui, par exemple, parce que bon, Bumba, c'est une histoire, mais avant... C'est quelle histoire, Bumba? Et je vais revenir sur Bumba. Avant Bumba, nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu certaines autorités passées où il y avait des poubelles partout. Mais les Quinois, dans sa mentalité, jetaient de la saleté dans des caniveaux en cours de route et tous les restes. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là à ne pas négliger, parce que si vous le négligez, comment vous allez le traiter? Il faut reconnaître le mal. Les mal il y est. Comment on s'y prend? Il faut peut-être, à ces niveaux-là, renforcer les mécanismes des sanctions. Oui, là maintenant, c'est la part de l'État. C'est-à-dire, vous avez commencé par reconnaître les défauts du citoyen congolais, vous reconnaissez sa responsabilité, maintenant vous donnez une thérapie. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de responsabilité, ça veut dire que vous ignorez les problèmes, comment vous allez y apporter la thérapie? C'est où j'estime que c'est déséquilibré. Autre chose, vous parlez de l'inconstitutionnalité et tout ça, Bumba. Bon, écoutez, déjà, il faut dire que pour ma part, personnellement, le gouverneur Daniel Bumba est le gouverneur que Kinshasa n'a jamais eu et qui n'aura peut-être plus jamais dans les futurs. Ah bon? Parce que ce monsieur est formidable. Donc, il est extrêmement... Vous êtes parmi les seuls qui fait des éloges à Daniel Bumba. Il est formidable. Le gouverneur Bumba est formidable. Donc, c'est-à-dire, moi je peux vous dire comme les Quinois disent, s'ils peuvent, si comme les Quinois jurent. Donc, wallahi billahi, les Quinois n'ont jamais eu et n'auront peut-être plus jamais un tel gouverneur. Donc, vous n'imaginez pas dans quoi nous sommes. Peut-être que les gens pensent que c'est de la blague. Vous n'imaginez pas dans quoi nous sommes. Vous avez relevé l'image ici, il parle des piscines Bumba. Non, il ne faut pas parler des piscines Bumba.
piscine, ça fait prestige. Oui. Ça fait, Rivière. ça fait conception architecturale. Ça fait piscine, ça fait beau. Non, je vous ai montré les images qu'on aura l'occasion de vous montrer. Ça, ce n'est pas la piscine Bumba. C'est le lac Bumba. Lac Bumba. C'est le lac. Et le lac Bumba le lac Bumba se trouve devant le bureau de Daniel Bumba. Oh, c'est en ça que Bumba est formidable. Mais là, je comprends. C'est-à-dire, nous avons eu pour la première fois un gouverneur formidable. Et ça, c'est Daniel Bumba. Par rapport au lac à Kinshasa. Par rapport justement. Maître Djamba. Mais il est formidable. Donc, Bumba est formidable parce qu'il crée des lacs. C'est artificiel. Non, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. C'est-à-dire, il est formidable. C'est ça le terme. Montrez-moi quand même des lacs Bumba, s'il vous plaît. Il est formidable. Des lacs Bumba partout. Oui, vous sillonnez partout, il y a des lacs Bumba. Oui. Je ne sais pas, peut-être que vous ne l'avez pas imaginé. Hein. Je vais vous donner peut-être un élément qui peut vous choquer. Ouais, je suis dans la commune de Bandalungwa. Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la commune de Bandalungwa, oui. Bandal, tout Bandal que vous connaissez, oui. Bandal n'a plus que 3 avenues. Ah bon? Je vous dis. C'est l'avenue Kassavubu. Oui. C'est l'avenue Inga. Attendez, cette avenue Kassavubu, on se mélange à un moment donné pour... oui, non? Pour rouler. Oui. À un moment donné, vous devez prendre l'essence. Au moins, on roule, non? Au moins, on roule, non? Même si c'est un sens, on roule, non? Ailleurs, on roule pas. Ok. C'est l'avenue Kassavubu. Oui. C'est l'avenue Inga. Oui. Et c'est l'avenue, je crois que c'est quoi? L'avenue là, qui avait une virage à Selon, c'est l'avenue qui s'engagne. Ça s'arrête là. Ce sont les 3 avenues des Bandal où vous roulez du coin jusqu'au coin. Oui. Hein, les restes, vous ne roulez pas. Vous arrivez quelque part, il n'y a plus de route. On a cassé, vous ne pouvez pas passer. C'est inimaginable. Et ça, c'est où on nous demande de payer $80 pour contrôle technique. Vous imaginez, je prends mon véhicule de chez moi à la maison pour arriver là où il faut contrôler. D'abord, de chez moi à la maison, pour arriver jusqu'où il faut contrôler. Déjà, mon véhicule aura à coup sûr un problème. Exactement. Parce qu'il n'y a, pas de route. Oui, il y aura un problème. Bon, je sors de là. On check, on diagnostique. Il y a une maladie, non? Oui. Je dois aller réparer. Je vais au garage, on répare. Je quitte le garage. Quitter le garage pour rentrer, pour qu'on puisse checker encore. Il y aura un problème. Est-ce qu'on fait payer, est-ce qu'on contrôle sur les contrôles techniques ou les paiements du contrôle technique? Je reste dans le petit coup, on est sérieux, rigoureux dans le contrôle. Ça veut dire que lorsque votre véhicule n'est pas au point, on ne vous donne pas les quitus pour rouler. C'est ça, non? C'est-à-dire, je quitte de chez moi avec un véhicule en bon état, je roule sur une route impraticable, ça veut dire j'ai des problèmes. J'arrive, on ne me permet pas de rouler parce qu'on n'a pas les quitus, parce que j'ai une panne. Je vais au garage, on répare. Le temps pour moi de quitter le garage, pour arriver encore là où on va contrôler, j'aurai déjà des problèmes parce que la route est impraticable. Conséquence, si on doit rester sérieux dans le contrôle rigoureux, personne ne peut avoir le quitus pour rouler. Personne. Parce que vous n'allez jamais rouler, peut-être à moins que vous habitiez c'est-à-dire dans la parcelle voisine d'où on contrôle. Parce que si vous n'habitez pas dans la parcelle voisine, où que vous passiez, quoi que vous fassiez, vous aurez des problèmes. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Très bien. C'est-à-dire, on a notre excellent gouverneur, formidable gouverneur. Je ne sais pas comment il a conçu ça, mais en tout cas, il est excellent et formidable. Pour revenir à ce que Maître Bisselo avait dit. Non, mais il vous reste 1 minute. Oui, non, mais 1 minute. Je vais finir avec 1 minute. Justement, il parle de contrôle. Une question, parce que je dois poser des questions. Vous dites ici, si on comprend bien que Bumba, c'est les piètres des gouverneurs que Kinshasa n'a jamais eu, que Kinshasa n'aura pas. Et qu'aujourd'hui, nous, Kinois, nous plairons. Ça, c'est ce que je comprends. Je dis qu'il est formidable. Justement, oui, justement. Quand est-ce que les bilans d'un gouverneur se rattache au bilan du président de la République? Je repose ma question. Est-ce que Bumba, après avoir eu son grand zéro, après avoir échoué dans la gestion de la ville de Kinshasa, Tshisekedi se dira qu'il a un bilan positif? Très bien. Heureusement pour nous, notre constitution a mis en place au niveau de ces articles, je crois, 201 jusqu'à 204, ce qu'on appelle justement le régionalisme constitutionnel, c'est-à-dire les compétences concurrentes et les compétences propres. Si les compétences concurrentes, là-dedans, il y aura des failles à reprocher au pouvoir central, oui, ça touchera au pouvoir de Tshisekedi. Mais vous n'allez pas venir juger Tshisekedi sur des compétences propres à la ville, à Bumba. Ah bon? Parce que si Tshisekedi décide d'empiéter sur les compétences propres de Bumba, il existe un juge que nous avons placé
au niveau de la Constitution qui règle les questions de compétences, conflit de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces. Et donc, on ne peut pas permettre à un président libre administration des provinces. Voilà, je pense que d'empiéter c'était sur la les réponse de compétences Daniel Bumba. propres à la province. Très bien. Donc, la question de Daniel Bumba est déjà réglée dans la Constitution. Si c'est sur des questions qui sont des compétences concurrentes et qu'il n'y a pas intervention de l'État, par exemple, oui, là, ça va rattacher au bilan de Tshisekedi. Oui. Mais si ce sont ces questions à lui, ça ne restera que pour la... Quand les gouvernements centrales financent les gouvernements provinciaux, n'est-ce pas que c'est Tshisekedi? Quand les ministres nationaux fait les contrôles comme ça, ou les cabinets du président, n'est-ce pas que le président de la République, c'est une violation de la Constitution? C'est où j'étais en train d'en revenir. Non. Par exemple, parlons du VPM. Oui. Le contrôle du VPM... Anthony Kinzoran, qui par... Je commence par le VPM. Oui. Le VPM, Jacquemaine Chabani, ce que Maître Ekbisolo n'a pas dit, c'est que le contrôle s'exerce à 3 niveaux. Il y a le contrôle citoyen, ce que nous pouvons faire. Les images que vous avez vues, nous dénonçons, nous estimons, on peut faire même des lettres, des pétitions, le contrôle citoyen. Il y a également le contrôle administratif qui existe, et il y a aussi le contrôle politique. Oui. Ce que les députés provinciaux sont censés faire, c'est ce qu'on appelle un contrôle politique. Et le contrôle politique aboutit... Politique. Les députés. Les députés. Contrôle politique. Et le contrôle politique aboutit justement à des sanctions politiques. Ce qui fait que de la même manière que vous avez été élu gouverneur, ils peuvent vous déchoir. Oui. Parce qu'ils estiment qu'il y aurait faille dans la gestion. Ça, c'est un des contrôles politiques. Oui. Mais à côté du contrôle politique, il existe aussi des contrôles administratifs. Ce qui fait que, par exemple, vous parlez de l'inspection générale de la territoriale. Ça veut dire c'est un organe qui relève du ministère de l'Intérieur, un peu comme, en principe, dans longtemps, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé avec la législation. L'inspection générale des finances relevait du ministère des Finances. De la même manière que l'inspection générale de la territoriale relève du ministère de l'Intérieur. Ce sont des organes de contrôle. Contrôle administratif, ça veut dire quoi? Ça découle sur des rapports. Très bien. Ça découle sur des contenus administratifs. Ils peuvent aussi pour attester. Après, qui dit contrôle doit sanctionner. C'est comme l'IGF. Oui. L'IGF vous fait un contrôle. Quand l'IGF constate qu'il y a, par exemple, soit dépassement budgétaire ou détournement ou tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? L'IGF saisit l'autorité compétente. De la même manière, l'IGTR, l'inspection générale de la territoriale, se limite justement à un rapport administratif et saisit les autorités compétentes. Ce n'est pas comme un contrôle politique où vous avez la possibilité de déchoir un gouvernement. Très bien. Maître Bisselo, 4 minutes pour faire égal à égal. Vous avez suivi votre co-débatteur, c'est vrai qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas violation de la Constitution. C'est normal, il a donné l'exemple de l'UGF, qui autrefois était sous tutelle du ministère de Finances. J'aurais voulu qu'il m'évoque l'article, quel qu'il soit, qui donnerait au pouvoir au VPM de l'Intérieur de suspendre le fonctionnement normal d'une assemblée provinciale, quelle qu'elle soit. C'est en cela que réside pour moi... je n'ai pas répondu à cette question-là. Oui, réside pour moi la violation. Mais je suis quand même assez... C'est ironique la manière dont l'Union sacrée se comporte avec les textes. Là, Maître Jamba nous explique que nous sommes dans une république où tout va bien, ou bien que les institutions, les ETD, les acteurs politiques ou administratifs sont libres de fonctionner conformément au texte. Oui. Mais de la même manière, il évoquait cette séparation des pouvoirs, si je peux le dire ainsi, entre les gouverneurs et les régions avec le pouvoir central. De la même manière, on peut aussi aller vers le gouvernement et la présidence de la République. Mais sauf que nous savons très bien comment fonctionne cette République, mon cher. Oui. Tu ne vas pas nous donner des leçons en disant ici que non, ce que fait les ministres, c'est les résultats de la première ministre, ce n'est pas sous la vision du chef d'État. Quand ça marche, c'est sous la vision du chef d'État. Au chef d'État, chez Fifi Masuka, c'était lui qui avait tout fait quasiment. Quand il s'agit de Fifi Masuka, de dire « Tala Oya Tongisi », mais c'est le chef d'État, non? C'est les règlements du chef de l'État. Mais Oyo Bumba zo Tongisa, la carte artificielle zo Tongisa. Ils ont résultat chef d'État. Mais là-bas, quand Fifi construit un hôpital, non, c'est le chef d'État, sous la vision du chef d'État. Quand on construit un bout de chemin, sous la vision du chef d'État, on ne sait pas par quelle disposition constitutionnelle, légale, le chef d'État aurait pu faire construire cette route-là. Il n'y en a pas. Mais à un moment, il faut un peu de l'audace politique pour admettre qu'effectivement,
les gouverneurs dépendants, puisque c'est le chef d'État qui les nomme, et qu'il peut les démettre. Mais d'autant plus qu'ici, nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite, nous ne sommes pas dans le respect des normes qui sont déjà consignées, mais au moins, vous pouvez avoir le courage d'admettre quand quelqu'un fait mal son travail, de dire que non, il ne reflète pas, il ne lève pas la vision du chef d'État ou son honneur, donc il doit partir. C'est l'union sacrée, c'est votre famille politique. Mais sauf que nos amis de l'union sacrée, ils ont peur de l'UDPS. Je ne les entends pas dire à l'UDPS, mais attendez, comme l'UDPS se permet de dire à Caméré, il faut que tu partes, mais MSC n'a même pas le courage de dire que non, Bumba, il faut qu'il parte. Ah bon, ils ont peur de l'UDPS? Mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pourtant pas. Je ne sais pas si vous avez peur de Force de Progrès, je ne sais pas si vous avez peur de Kabouya, mais je crois que Maître Diaka... Mais c'est un ticket, hein. Vous n'oubliez pas qu'il y a Bumba et Eddie Yeli qui est derrière. Oui, autant que Eddie Yeli fasse ce travail de Bumba, peut-être. Parce que moi, ce que j'ai cru entendre de certaines indiscrétions, c'est le seul qui travaille, en tout cas. Justement, Eddie Yeli, c'est vraiment un seul qui travaille. Hein. Mais il ne suffit pas juste d'être dans le bureau pour travailler. Vous savez, certaines fonctions méritent quand même un certain niveau. Il faut quand même un cerveau pour la fonction. Moi, je répète, un cambiste, c'est pas parce que c'est un beau gestionnaire. Je répète, non, je donne un exemple concret. Un cambiste est fort avec son argent. Il ne va pas lui donner un texte constitutionnel pour lui dire comment doit administrer une région, une ville comme Kinshasa. Non, c'est-à-dire que dans la société, chacun a des spécificités, des qualités. Mais quand on arrive dans la chose publique, dans l'État, un minimum qu'on demande. C'est un minimum de connaissances dans l'administration, dans le juridique. Voilà, c'est des minimums où on dit un niveau de TILD. On ne peut pas prendre n'importe qui dire parce qu'il a l'argent et il sera un bon gouverneur. Non, c'est qui nous ramène à des gouverneurs voyous, des gouverneurs incompétents. Et vous êtes là en train de... En fait, on devrait... Moi, si j'entends quelqu'un de l'Union sacrée se plaindre de la ville de Kinshasa, je dis, tu n'aimes pas les Congolais, tu n'aimes pas les Kinois. Il ne faut pas qu'il se plaigne. Non, il ne peut pas se plaindre. Il doit venir à chaque fois dire Oumela, parce que sans yo moi été. Mais si vous plaignez, c'est que vous vous moquez de nous. Vous moquez depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi. Tous ceux qui administrent la ville. Non, mais il ne peut pas dire la vérité. Sont de 200% union sacrée, sont de 200% vision de chef de l'État. Merci. Il faut assumer les conséquences et les résultats. Merci, Maître Djamba. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Il faut assumer. Les choix des Bumba aujourd'hui, dites bravo, union sacrée. C'est ça le problème qui tue notre pays, en fait. Le problème, c'est que, vous voyez, les personnes comme Maître Ekbissé le confondent ce qu'on appelle gestion de l'État et gestion partisane. Il ne s'agit pas d'un parti. On est tous d'une même formation politique, mais l'État transcende les colorations politiques. C'est comme ça que vous verrez dans une Assemblée nationale, les députés n'ont pas des mandats de parti. En réalité, ils ont des mandats conféré par la nation. Mais c'est sur base de quoi que vous faites le choix de Bumba à l'union sacrée, ces choix-là? Permettez-moi de finir. Ils sont portés par un parti politique qui le mandate. C'est comme ça que s'ils démissionnent, ils perdent le mandat. Mais la représentation, elle est nationale. Ça veut dire qu'ils portent les aspirations de la nation. Pour dire que, avant tout, c'est la nation. Ils parlent au nom du peuple. Les mandats, là, il est national. Alors, c'est la même manière. Lorsque nous donnons nos voix aux députés, nous ne donnons pas nos colorations, nous donnons une mission. Et la mission, c'est de faire un travail correct. Et si le travail n'est pas fait correctement, nous revenons vers ceux auprès de qui nous avons donné nos voix pour nous représenter valablement pour une mission correcte, dénoncer, mettre la pression pour que le travail soit fait correctement. Très bien. J'aurais aimé même que Maître Ekbissé le dise, écoutez, nous avons évolué dans ce pays. Parce que hier, ce n'était pas ainsi. Hier, c'était ce qu'on appelle de l'omerta. Puisque vous êtes ensemble, ça veut dire ceci, que même si on pille, on tue, vous devez vous taire. Vous devez encourager la bêtise. Aujourd'hui, nous avons compris que le système n'est pas celui-là parce qu'il ne faut pas confondre le parti à l'État. Qui sont les premières personnes à s'opposer à la taxe RAM? C'est l'union sacrée. Parce que nous avons estimé que la taxe RAM n'a pas respecté le prescrit procédural. RAM et donc, respecté. Oui, bien sûr. Bien sûr. RAM n'était prise en charge par aucune loi de finances. Et donc, il appartenait à l'État congolais. Ça veut dire le parlementaire, au parlementaire
d'arrêter cette hémorragie. Et qui sont les parlementaires qui ont arrêté cette hémorragie? C'est encore le parlementaire en majorité de l'Union sacrée. Ça, vous devez saluer. Très bien. Dire que voilà, nous avons évolué où l'essence de la République a évolué mieux que le sens partisan où autrefois, on ne comprenait pas que l'omerta trahissait justement les valeurs républicaines. Très bien. Merci, Maître Djamba. Nous devons parler de la Constitution parce qu'on l'a promis. Mais est-ce que, Maître Éric Bisselo, nous pouvons nous dire, égard à tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais citer ici plusieurs accords, la guerre, l'agression extérieure et autres. Est-ce que il y a lieu aujourd'hui de parler du changement de la Constitution? Je rappelle que ce sujet, la population même nous a appelé pour demander que vous puissiez éclairer. Quand est-ce que nous pouvons y aller? J'évoque ici même tout ce qui s'est dit ici comme violation de la Constitution ou les VPM de l'intérieur, c'est lui qui veut contrôler les gouverneurs pendant que les députés nationaux dorment, ils font je ne sais quoi. Est-ce que nous ne devons pas revoir quelques articles constitutionnels? D'abord, j'aimerais bien que Maître Jacasse, qui est très intelligent, évite à chaque fois, quand il ne trouve plus d'excuses à la majorité présidentielle, de nous renvoyer vers le passé, avec une loupe déformée du passé. C'est une loupe déformée. Parce que pour eux, il faut invoquer l'enfer. L'enfer, c'était quand Kabila était là. Alors que tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon. À part, dans le cas du vieux Kimbuta Libouleman Zengele, personne ne parlait de Kimbuta comme étant le pire des gouverneurs, le plus mauvais des gouverneurs. Donc, est-ce que les Kidians s'est plaigné autant? À un moment, vous aviez évoqué un fait tout à fait intéressant. Kinshasa a été construit pour 50 000 habitants. 500 000 habitants. Qui construit Kinshasa? Est-ce que c'est les populations qui doivent se construire? Ils viennent, ils construisent n'importe comment. Arrêtez de trouver des prétextes dans des excuses fallacieuses. Assumez vos responsabilités. C'est le chaos actuellement, institutionnel et total, mais respectez cela. Je dis une chose. Changement de la Constitution. Vous évoquez une chose, deux choses complètement différentes. Notre Constitution est claire. Notre Constitution n'est pas parfaite, mais on a une belle Constitution. Moi, j'aimerais bien d'abord qu'on apprenne à respecter cette Constitution. Et ceux qui ont le premier devoir à les respecter, ce sont nos dirigeants. Okay. Mais ils ne le respectent pas. De deux, notre Constitution ne prévoit pas son changement. Mais il y a tout un chapitre... ne prévoit pas son changement. Il ne prévoit pas son changement. Okay. Il y a tout un chapitre à partir du titre 7, on parle de la révision constitutionnelle, les modalités de révision. Parce qu'aussi imparfait soit-il, on considère que dans cette Constitution il y a des acquis. Okay. Ces acquis, ce sont les droits et les libertés. Je ne comprends pas. On ira plutôt par la révision. Oui, un acquis aussi important des droits et libertés, nos amis tentent de les balayer. Alors que s'ils respectaient ces droits et libertés reconnus aux Congolais, on ne s'en porterait pas plus mal, ça irait mieux. Maintenant, j'ouvre encore une parenthèse que je trouve complètement hypocrite de la part de ceux qui dirigent ce pays, et notamment particulièrement l'Union sacrée. Oui. Je n'aime pas qu'ils nous parlent de la guerre. Moi, je considère qu'on n'est pas en guerre. Pourquoi la situation Nous sommes agressés. Guerre, oui, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent parce que cette situation... Comment vous appelez cette situation? C'est eux qui l'ont voulu. On est en une situation d'insécurité. Vous nommez cette situation. C'est eux qui doivent le nommer parce que la Constitution leur donne l'obligation de clarifier. Une agression. Non. Alors, est-ce que nous sommes dans un état de guerre? Si on était dans un état de guerre, ils ont un devoir de prendre la responsabilité de déclarer un état de guerre. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Mais tous les jours, vous allez dire effort de guerre. Effort de guerre sans contrôle. Effort de guerre où on fait n'importe quoi. Effort de guerre où les institutions fonctionnent normalement. Il faut savoir, c'est ce que vous voulez. Donc, nous ne sommes pas en état de guerre. Oui. Cela ne devrait pas vous donner prétexte à vouloir nous parler des changements de constitution. Je dis que ce chapitre-là ne peut pas être ouvert. Cela dit, nous pouvons réfléchir à une nouvelle république. Voilà. Et là, ça peut passer par un référendum, puisque le peuple... Nouvelle république. Cette nouvelle république, c'est vrai que ce changement de constitution peut amener vers ce référendum. Mais ce référendum doit être vraiment soumis au peuple congolais, parce que, je répète une chose, la Constitution n'est pas parfaite. Elle doit être modifiée, c'est pour ça qu'on a un chapitre sur la révision. Mais moi, je suis inquiet
que les acquis de ces droits et libertés tellement chers à tout citoyen africain est normal, mais ne soient pas respectés. Déjà, vous nous parlez de changements. Les changements, pourquoi? Oui. Est-ce que c'est pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Est-ce que c'est pour améliorer les frontières? Est-ce que c'est pour améliorer nos services de sécurité et de renseignement? Loin de cela. Eux, ils veulent modifier. Pourquoi? Pour que ceux qui sont déjà en train de dilapider l'argent public aujourd'hui aient encore plus de légitimité. C'est-à-dire, non seulement, il y en a qui ont une double nationalité, exercent des fonctions réservées aux street congolais, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils veulent juste leur donner une... on dit l'Union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie, non, excusez-moi le terme, mais c'est une saloperie des blanchisseries. C'est le rôle de l'Union sacrée depuis le départ. Donc, oublions ce changement. Je ne sais pas vers où ils veulent nous mener, mais la situation entière, si on parle de guerre, il ne faut pas toucher à la Constitution. Très bien. Si on parle, effectivement, il faut, et d'autant plus que dans la Constitution, il y a également un certain nombre d'articles qu'on appelle verrouillés, et pour nous, ça ne mérite même pas qu'on en parle. Très bien. La durée du mandat du président de la République, c'est des choses qu'on devrait, la forme de la République, on ne devrait même pas poser de questions parce que eux, c'est ce qu'ils veulent nous faire absolument basculer vers une dictature sereine. Très bien. Une dictature présidentielle. Je sais que nous pouvons vous dire que non, nous ne sommes pas des moutons. Et si hier, comme vous allez dire, autant de... Mais non. Le résultat que nous avons aujourd'hui de cette République, c'est le résultat des acteurs d'hier que vous avez tendance, de manière tout à fait illégitime et irrégulière, inconsidérée, d'accuser en permanence d'être les plus grands mafieux que la République ait connus, ou bien les plus grands incompétents que la République ait connus, mais vous êtes en train de les battre sur le résultat. Merci. Maître Djamba, je vous repose presque la même question, mais je vais directement par quelques exemples. Le président de la République avait émis un souhait de pouvoir réviser la Constitution, par exemple, pour le choix des gouverneurs. Et là, je pense que si le président lui-même faisait le choix du gouverneur, il allait assumer complètement là la Constitution, ou soit il ne peut pas assumer si un gouverneur piètre, par exemple, comme Daniel Bumba. Je prends un exemple. Et il y a plusieurs articles comme ça. L'agression et tout ce qu'on a comme réalité politique. Est-ce qu'il y a lieu maintenant de parler de la révision constitutionnelle, du changement de la Constitution ou d'une nouvelle République? Déjà, permettez-moi de recadrer un élément. Maître Ekbisselo a dit faux, ou bien il a voulu tromper l'opinion. Il dit, voilà, vous avez tendance à parler de passé comme parce qu'il faut nous ramener à l'enfer. Maître Eric, lorsque vous voulez juger la gestion d'un manager, tout ce que vous voulez appeler comme vous voulez politique, on se réfère toujours à ce qu'il a trouvé. On repart au point zéro. Et même quand vous voulez faire des réformes ou même état des lieux, ça part de ce que vous avez trouvé comparativement à ce que vous avez fait. Et donc lorsque nous parlons de ce qui a existé, c'est tout à fait légitime parce qu'on ne peut comparer la gestion de l'actuel qu'avec celui qui est son prédécesseur. Okay. C'était la logique. Donc il n'y a pas d'excuses à faire. Non, on parle d'où nous sommes partis et où nous sommes en train d'aller. Il a dit quelque chose de très intéressant ici, mais il n'a pas dit vrai. Quand il dit, écoutez, le président de la République va le sanctionner, va démettre le gouverneur, par quel mécanisme? Je vous informe que le président n'a pas le pouvoir de révoquer les gouverneurs. Lisez votre constitution, ça n'existe pas. En cas de blocage des institutions, il a la capacité. C'est mon temps de parole. Allez-y, je vous protège. Mais c'est ça les débats. Le président de la République n'a pas de capacité selon la Constitution. D'abord, quand vous dites qu'il nomme, c'est un entérinement. Il ne choisit pas. Il est élu. Et le président nomme parce qu'il faut un entérinement de la même manière. C'est même pas de la même manière. C'est comme à l'Assemblée nationale où on investit le gouvernement, mais ils sont nommés par ordonnance. Donc il y a deux niveaux qui interviennent. Mais c'est peut-être quand il y a crise persistante, ok, d'un côté où il peut dissoudre l'Assemblée provinciale, et de l'autre côté même aussi, on ne parle pas de la révocation. Vous pouvez voir. Et donc, c'est pour dire quoi? Il évoque une question qui justement peut même bien nous amener à ce qu'il veut, mais qu'il sous-entend, en fait, qu'il veut, mais qu'il ne comprend pas que c'est ce qu'il veut. Il dit voilà, quand Fifi Masuka parle d'un truc, écoutez, c'est le chef de l'État. Quand c'est Bumba, ça relève justement de la mentalité collective. La mentalité collective voudrait aujourd'hui, ne le nions pas, voudrait d'un président responsable de tout. Alors que ce texte constitutionnel le place en position d'irresponsable de tout. Sinon, s'il veut devenir responsable, il n'a qu'à violer la Constitution.
Allez-y, réfléchissons. Allez-y. Est-ce que vous savez que dans mon pays, Oui. pendant que vous et moi, nous taxons le président de tous les noms, le président, Oui. dans toute cette constitution, n'a que 4 pouvoirs propres. Disons, n'a que 4 dispositions qui lui confèrent des pouvoirs propres. 4 dispositions. Je vous dis bien 4, vérifiez. Allez-y. Les restes sont des dispositions concurrentes entre lui et le gouvernement. Mais à lui seul, il n'y a que 4. Et toutes ces dispositions n'entrent même pas dans le cadre de la gestion. Rien du tout. Parce que vous lisez l'article 92, l'article 92 vous dit clairement que le pouvoir réglementaire, ça veut dire le pouvoir de gérer la nation, appartient au gouvernement, au Premier ministre, principalement. C'est bien écrit. Donc, le chef de l'État ne gère pas. Mais dans la mentalité collectiviste, il venait de le dire ici. Il dit, ouais, c'est le président, mais il ne gère pas. Donc, vous voudrez, dans mon mentalité collective, que le président soit responsable. Alors, donnez-lui les mandats. Qu'est-ce que je dis? Donnez-lui les manettes. Alors, pour lui donner les manettes, pour lui donner les manettes de la gestion, il faut réformer la Constitution, c'est clair. Ok. Je vous donne des cas que nous avons connus qui ont handicapé la marche de l'État, sans que ce ne soit la responsabilité du chef de l'État. Oui. Vous avez vu comment est-ce qu'on a traîné toujours pour nommer un Premier ministre. Parce que le chef de l'État doit nommer le Premier ministre au niveau de quoi? De la majorité parlementaire. Oui. Sous FCCH, il fallait toutes ces tralala, conciliabules, ceci, réunions, ceci, parce qu'il faut seulement automatiquement que ça vienne de là. Est-ce qu'on ne peut pas penser à la réécriture de l'article 78 pour faciliter la nomination d'un Premier ministre, aussitôt le chef de l'État élu et investi par la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'on ne peut pas y penser? Au lieu de commencer toujours par « moi je suis tel, ceci, moi je suis tel ». Est-ce qu'on ne peut pas y penser pour faire avancer la République? Deuxièmement, vous me dites ici, nous sommes d'accord, nous sommes conscients d'un événement que nous avons tous vécu. Le procès Matata. C'était pour la première fois que nous ayons un ancien Premier ministre jugé devant la Cour. Le procès s'est terminé. Mais au début, c'était quoi? Il y avait un problème, vous avez vu le ping-pong juridictionnel. Oui. Tantôt c'est la Cour de cassation, tantôt c'est la Cour constitutionnelle. Un ping-pong s'est joué. Cette question-là peut être réglée par une clarification constitutionnelle, où on sait désormais qu'en tel cas, où un ancien Premier ministre et les juges compétents et celui-ci, on ne va pas rester cramponné sur un arrêt qui est une jurisprudence qui peut subir un revirement plus tard. Mais on peut revoir la Constitution. Oui. Je peux lui donner encore un autre cas. Vous pouvez lire, vous allez le lire. Hein. Les parlementaires dans notre pays ne sont pas poursuivables lorsqu'ils sont en exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas poursuivables. Oui. Sauf en cas de flagrance. C'est-à-dire, les personnes que vous et moi, à qui nous donnons mandat, on peut le poursuivre en cas de flagrance sans qu'on puisse lever les immunités. Mais les personnes qui ne sont même pas élues par le peuple, ça veut dire les membres du gouvernement, cette Constitution n'ouvre même pas la brèche de la flagrance. Lisez, il n'y en a pas. Pour poursuivre un membre du gouvernement, il faut que ce soit voté au 3/5 de l'Assemblée nationale. Ça veut dire, s'il a ses copains, ses camarades de l'Assemblée nationale, on ne le poursuivra jamais. Même en cas de flagrance, jamais. Mais les personnes qui nous avons donné nos mandats, on autorise en cas de flagrance. Mais un homme qu'on nomme, qu'est-ce qui se passe? Si je vous donne encore des éléments, on va dormir ici. Parce que moi, les réformes que j'ai dû dénicher dans notre Constitution, qu'on peut bien arriver à faire, c'est au nombre de 49 dispositions. 49 dispositions. Oui. Où je vous donnerai comment est-ce qu'il y a des faiblesses dans cette Constitution. Oui, 49 dispositions. Et donc, aujourd'hui, les questions des réformes, par exemple encore, il parlait de Jacquemaine Chabani qui suspend les assemblées en termes d'émotion, l'exercice politique. Il ne remarque pas un élément nouveau ici. C'est que M. Eric Bisselo devrait réaliser aujourd'hui que plus que jamais nous avons besoin des réformes constitutionnelles. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il n'existe pas de bases juridiques sur lesquelles les VPM intérieurs peuvent suspendre le fonctionnement normal, régulier des assemblées provinciales. Très bien. Je suis d'accord sur ça. Oui, mais on ne peut pas ignorer ici que les motivations du VPM intérieur sont légitimes. Dites-moi, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d'instabilité. Parce que d'abord, il y a une partie de la République qui est occupée. Il y a tous ces fonds-là, efforts de guerre, comme il le disait ici, concentrés. Très bien. Mais vous allez encore alimenter des instabilités institutionnelles. Nous allons dans quoi? Il faudrait qu'on y place des incises où les assemblées provinciales peuvent connaître justement, je ne peux pas dire des zones tampons, ou je vais dire des moments tampons, où certains exercices peuvent être, peuvent être restreints, un peu comme pour le cas des gouverneurs, ou lorsque nous sommes dans un état de siège, il y a l'administration militaire qui prend le rôle. Mais dans des cas spécifiques, ça, ce sont des réformes qu'on peut apporter. Parce qu'on veut quoi? Qu'est-ce qu'on vise dans une réforme? On vise l'amélioration
de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Maintenant, pour répondre à la dernière question, où vous avez dit, il a dit, c'est pour répondre à quel besoin? Est-ce que les changements de la Constitution vont amener les sociales? Est-ce que la révision va amener les sociales? Et tout le reste, et tout. Voilà un élément qu'il ignore. La Constitution américaine de Philadelphie, par exemple, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, a connu déjà plus ou moins 27 amendements. 27, amendement. Oui, j'ai bien dit amendements. Est-ce que vous allez me dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème? Vous avez connu les scandales avec George Floyd. Ici, sous Donald Trump, il y en a dans le monde entier. Ce que je veux faire comprendre à Maître Éric Bisselo, c'est quoi? Il ne faudrait pas confondre les défis de gouvernance aux défis normatifs. Les défis normatifs existent. Les défis de gouvernance également existent. Ne mélangeons pas. Ce n'est pas parce que il y a X problème qu'on ne peut pas revoir les textes. Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes dans deux cadres différents. Le cadre normatif, il est autre. Le cadre de gouvernance aussi est autre chose. Très bien. Alors, vous êtes sur les changements du gouvernement ou la révision? Les changements de la Constitution? Les changements de la Constitution ou la révision? Non, ça c'est... Moi, je parle des éléments pour amener les réformes. Justement. Donc, c'est-à-dire, je parle ici des réformes constitutionnelles qui sont importantes. Oui, c'est salutaire, c'est impératif. Voilà. Il nous faut des réformes. Très bien. Très bien. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin. Maître Bisselo, il y a un camp, je vais citer ici l'honorable Bernard Kayumba, plusieurs personnes qui pensent comme vous qu'il faudrait aller à une nouvelle république. Et maintenant, parce que tout ce qui se passe vraiment, à vrai dire, il faut aller à une nouvelle république. Qu'est-ce que vous y pensez? Y penser actuellement, c'est ça qu'on appelle ceux qui veulent balkaniser les pays, effectivement. Parce que nous ne contrôlons pas le gouvernement central et le président de la République ne contrôle pas l'entièreté du territoire national. Mais que Maître Djaka arrête de nous mentir aux Congolais. Quand on dit que, soi-disant, il respecte les textes, il y a un gouverneur au Katanga. Et lui, non. Il est où le gouverneur au Katanga? Kabou, il est où? Il est à Kinshasa. Sur ordre de qui? Du VPM. Et pourquoi il est ici? Est-ce qu'il y a des poursuites contre lui? Non. Je donne encore un autre exemple, parce que là, je suis en train de de démontrer le mensonge disant que le président ne fait pas tout chez vous. Nous avons vu ici un président de l'Assemblée nationale dire pour organiser des élections de président au sein de l'Assemblée nationale, il fallait attendre le go du chef d'État. Nous avons ici les chefs des partis politiques IDPS à chaque fois qu'ils doivent prendre des résolutions ou des décisions au sein de leur parti politique, ils vont consulter le chef d'État. Ce sont déjà des violations constitutionnelles. Et ça, vous n'en tenez pas compte. Vous êtes en train de nous mentir que non, le président n'est jamais responsable, il n'a que 4 ou 5... Arrêtez, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Vous avez complètement floué cette constitution, vous ne les respectez pas, vous les bafouez en permanence. Et vous voulez légitimer cette violation constitutionnelle. Merci. Toucher à la constitution par la période actuelle, oui. C'est ni plus ni moins vouloir effectivement la balkanisation. Merci. Sous prétexte quelconque. Merci. Maître Honorable Bernard Kayumba, ils sont pratiquement à 5 ou à 7. Il y a l'ancien gouverneur, bourgmestre Jean Tsaka, il y a l'ancien bourgmestre de Barumbo aussi. Ils pensent à une nouvelle république. En un mot? Ils ont leur motivation, ils ont leurs éléments de langage, ils savent pourquoi ils les font. Mais ce que moi je sais, c'est que on ne peut pas reviser, qu'est-ce que je dis, on ne peut pas changer la Constitution pour basculer vers une nouvelle République seule. Très bien. Ça veut dire ça appartient à ce qu'on appelle la majorité de Congolais. Très bien. Et donc, comme la République, la RDC a opté pour le régime de la majorité et non le régime de l'unanimité, s'ils arrivent à faire adhérer la majorité de Congolais, eh bien, ce processus pourra voir le jour et connaîtra justement une fin. Très bien. Nous vous remercions donc. C'était par cette note que nous arrivons à la fin de cette émission. Ce débat contradictoire qui est accepté de vous et par vous, bien évidemment. Dans notre temps, nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes tout en remerciant nos invités, Maître Djamba ainsi que Maître Bisselo. Bonsoir et restez branchés.
Bonsoir chez vous et